Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de Loma Wild. Vous savez, j'ai tenu une conférence sur ma passion sur les gonocéphalus. Vous savez, ces lézards dont je suis absolument fanat. C'était dans le cadre de l'événement Terrario Nièvre. Ils ont une salle de conférence déglingue et ils m'ont proposé d'en animer une. Évidemment, je n'ai rien préparé du tout. J'ai claqué une improvisation complète pendant 3 quarts d'heure, mais c'est pas grave, je pense que je m'en suis bien sorti quand même. Les images sont éclatées au sol, tout autant que la qualité du son. Avec Ben, mon monteur, on a réussi à récupérer des pièces à droite à gauche, à rafistoler tout ça pour monter une vidéo à peu près potable. Nos excuses d'avance pour la qualité qui n'est pas au rendez-vous du même niveau que d'habitude, mais c'est pas grave, je pense que ça va vous intéresser quand même. Moi je vous souhaite une bonne vidéo. Très bien. Alors, comme je vous l'ai dit, je vous cache pas, je suis sincère avec vous. J'ai pas fait mes devoirs. J'ai pas préparé de PowerPoint. J'ai rien préparé du tout, en fait. Je suis venu avec un disque dur externe sur lequel j'ai des photos et des vidéos pas triées. Donc, on va se débrouiller. On va construire cette micro-conférence tous ensemble. Et par quoi je vais commencer? Je veux commencer simplement par dire un immense merci. Je suis vraiment très fier d'être ici. Merci à Terrario Nièvre d'organiser des événements pareils, de me permettre de venir des Hauts-de-France. J'ai fait 5 heures de route pour venir, pour vous rencontrer, aller sur ce salon. Et un énorme merci, je veux qu'on applaudisse la régie, qui est sur fond associatif. Regardez le travail qu'ils font. J'ai fait beaucoup de salons et beaucoup de bourses, c'est la première fois que je vois ça. Alors bravo à vous, Quentin et Biscotte en régie. Bien. Je vais commencer par me présenter. Moi c'est Mathieu, je suis connu dans le monde du reptile sous le nom de Loma Wild. C'est une chaîne YouTube qui a été créée il y a 1 an et demi seulement, on est tout jeune, tout frais. Et si vous voulez, d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas, je vais placer des cartes de visite avec le QR code pour si ça vous intéresse, je vais les mettre ici. Voilà. Hop, si ça vous intéresse. J'ai commencé la terrariophilie il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne fais pas partie des vieux de la vieille qui ont déjà fait des millions et des millions d'expériences et qui ont forgé la terrariophilie française. J'ai une terrariophilie qui s'appuie sur celle de nos anciens qui ont fait le travail, qui ont instauré en Europe la terrariophilie. Et je suis tombé amoureux, je me suis amouraché, je suis passionné par un type de lézard bien particulier. Ces lézards, on les appelle les dragons des forêts. On les appelle aussi les dragons à tête angulaire. Le vrai nom scientifique en taxonomie, donc la science des noms, la science de la classification, la taxonomie, on appelle ces lézards les gonocéphalus. C'est très important pour moi de vous présenter ça, pourquoi? Parce que on commence souvent la terrariophilie, je suppose qu'il y a beaucoup de terrariophiles parmi vous, on commence souvent la terrariophilie avec des conseils qui nous amènent vers le gecko-léopard, ou le gecko à crête, ou les élaphes gutata, les Pantherophis gutatus, donc les serpents des blés, ou parfois les pitons réjus pour la partie serpent constricteur. Et j'ai toujours mis un point d'accent sur le fait que ce sont des magnifiques espèces, bien sûr. N'hésitez pas, si vous les aimez, foncez. Mais j'aime bien mettre un petit accent sur l'originalité. N'oubliez pas, chers terrariophiles de France, qu'il existe une diversité d'espèces dans la terrariophilie qui mérite d'être développée et qu'il n'est pas forcément difficile à élever. Il faut juste un petit peu de démarche, un petit peu savoir se renseigner, rencontrer les bonnes personnes et en vouloir. Il faut en vouloir et aimer l'idée d'originalité. Nous, Loma Wild, en fait, dans les Hauts-de-France, on a un local qui s'appelle la salle tropicale. Dans la salle tropicale, on a beaucoup d'animaux, et notamment beaucoup de gonocéphalus. Et en fait, on a finalement très peu d'espèces communes, on a énormément d'espèces qui sont dites originales. Gardez toujours ce goût de l'originalité. Pour vous en présenter quelques-unes, avant de rentrer dans les gonocéphalus, un petit shooting photo qu'on a fait, voilà. Par exemple, passe pas d'eau. Je vous présente un abronia, je ne sais pas si vous en avez déjà vu. C'est pas particulièrement difficile à élever, c'est plutôt difficile à trouver. Et regardez-moi, c'est magnifique. On observe sur chaque petit écaille, je vais vous montrer à la souris, qu'à l'intérieur des écailles, il y a aussi des motifs. Voilà. Et ça, c'est des observations qui sont assez chouettes, avec nos lézards, avec nos amis reptiles. Pour vous parler des dragons des forêts. Les gonocéphalus sont l'emblème de Loma Wild. Voici
à quoi il ressemble. Par exemple, ça c'est le dragon caméléon, on l'appelle comme ça. En fait, ce sont des lézards qui font partie de la famille des agamidés. Les agamidés, c'est les fameux dragons. C'est dedans qu'on retrouve le pogona. Vous connaissez le pogona, probablement. Vous avez déjà vu des pogonas. C'est un des grands standards de la terrariophilie. Et bien là, c'est un de ses cousins, tout simplement. Je passe devant. Je dis pas passer devant et moi je passe devant. Donc voilà, ça c'est un dragon. Et il y a des observations sympas à faire sur ces animaux-là. Regardez bien au niveau de la tête, ici. On observe là, je vous mets avec la souris, un angle extrêmement proéminent. Cet angle a fait que, en anglais, ils les appellent les angle-head lizards. C'est les lézards à tête angulaire. Donc c'est dragons des forêts ou lézards à tête angulaire. Ça, c'est une observation assez sympa. Ce qu'il y a de particulier avec ces animaux-là, c'est qu'ils sont capables de changer de couleur. Alors, je cherche dans tous mes fichiers patriés, je vais vous trouver quelque chose. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est typiquement un mâle adulte, Gonocéphalus caméléontinus, donc dragon des forêts caméléon. Regardez au niveau de sa tête, il a deux proéminences assez spectaculaires. Donc ça, c'est un animal qui finalement n'est pas très grand. Hein. Il n'est pas très grand, ça fait jusqu'à une quarantaine de centimètres en comprenant la queue. Vous voyez, c'est pas spécialement grand. Mais regardez la richesse des couleurs. Honnêtement, on voit vraiment pas ça tous les jours. Eh bien, ça va peut-être vous surprendre, mais un animal comme ça, qui est rare, voilà, c'est un dragon des forêts et tout, eh ben, je l'ai eu pour 70 €. On peut en trouver parfois beaucoup moins cher que ça. En fait, étant donné qu'ils sont très très peu développés en captivité, et je te repasse devant, il y a très peu de demandes, parce que les gens ne les connaissent pas. Alors j'ai fait un travail depuis 1 an et demi désormais à les présenter sur Internet, à les mettre en avant, parce qu'ils sont absolument fabuleux, et on commence de plus en plus à les voir. L'ennui avec eux, c'est que comme les gens n'en ont pas, il n'y en a pas qui naissent en captivité. Vous voyez pourquoi je vous dis que c'est important de ne pas faire tout le temps les mêmes espèces, parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui méritent d'être développées en captivité. C'est comme ça qu'on a commencé. Au début, il n'y avait pas non plus de géco-léopard. C'est des gens qui se sont passionnés et qui ont voulu les développer. Donc ça, c'est mon projet avec les Gonocéphalus. J'aimerais bien les développer beaucoup en captivité. Du coup, ça veut dire qu'ils sont évidemment prélevés dans la nature. L'ennui avec ça, vous allez me dire, ouais, c'est pas écolo et tout. Alors ça, c'est pas vrai du tout. Prélever dans la nature, ça peut être parfois une excellente chose, ça l'est même de manière très régulière. Je vais pas m'éterniser sur le sujet de l'éthique. Je vais juste lancer un petit mot là-dessus. Au niveau des locaux, sur les zones d'Indonésie, sur les zones d'Afrique ou d'Amérique du Sud, sachez que eux sont des populations qui parfois se battent rien que pour manger. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup, ils n'accorderont pas d'importance à des territoires forestiers. Pour eux, si c'est rentable de détruire un territoire forestier parce qu'ils ont besoin d'argent, ils le feront, peu importe les espèces qu'il y a dessus. Nous, Européens, occidentaux, lorsqu'on achète des animaux qui sont prélevés dans ces zones-là, on permet de préserver ces zones parce qu'on leur donne une valeur monétaire aux yeux des locaux, qui vont du coup faire attention à ne pas démolir les populations des animaux locaux, comme les Gonocéphalus, parce qu'ils savent que ça a une valeur, que ça a une valeur ajoutée. Ils vont même réguler leur prélèvement. Voilà, c'était la petite mention, je ferme la parenthèse. Donc ça, c'est des lézards d'Indonésie, d'Asie du Sud-Est. Et en fait, bon voilà, là vous voyez un mâle très très coloré, les femelles n'ont rien à voir avec ça, mais aussi coloré soit-il, sachez qu'en l'espace de 15 secondes, il peut devenir presque noir, de la couleur du substrat, de la couleur de la terre. C'est des animaux qui se gèrent comme ça à l'émotion et à la présence d'eau. Ils peuvent très bien se camoufler, se mettre par terre, et comme les caméléons, changer de couleur, à l'œil nu, on le voit très 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 bien. Ce que je disais tout à l'heure, l'ennui, quand ils sont prélevés, c'est qu'ils arrivent avec des parasites dans leur corps, des parasites qui sont locaux de là-bas. Et le changement de milieu en arrivant avec notre météo à nous, avec notre biome à nous, et le stress du voyage, parce que oui, c'est les stress le voyage, c'est vrai, ça va faire parfois des gros développements bactériens dans leur corps, ils vont très mal le vivre, ça peut les amener même au décès. Il y a ça, et il y a aussi le fait que comme ils ne sont pas connus, il n'y a pas d'études dessus, il n'y a pas d'études sur les Gonocéphalus, ça commence à apparaître doucement, mais il n'y en a pas beaucoup. On ne connaît pas bien la façon avec laquelle il faut les maintenir. Ça aussi, c'est un des challenges lorsqu'on se lance dans des animaux qui ne sont pas mis en captivité, sur lesquels il n'y a pas de documentation.
Je vais donc vous filer quelques petits tuyaux tout au long de cette conférence, de la façon avec laquelle moi, j'ai travaillé avec eux pour les rendre bien en captivité. Aujourd'hui, sachez que j'ai plusieurs populations, qu'ils se reproduisent. J'ai des petits, de femelles différents, de mâles différents, et ça se passe très très bien. Voilà. Donc, les nés-captivités, c'est plus facile, c'est vrai. Mais les animaux prélevés, c'est plus risqué. Il y a beaucoup plus de chances de mort et tout ça. Comme je vous l'ai dit. Pour autant, n'est-ce pas aussi une facette de la terrariophilie que de ne pas prendre un animal sur lequel il y a une recette toute faite, une recette que les autres ont déjà faite, qui vous donne et vous l'appliquez? N'est-ce pas une facette de la terrariophilie que d'aller créer la recette, d'aller chercher, d'aller s'intéresser, d'aller explorer, d'aller contacter des gens qui habitent là-bas, qui ont déjà vu ces espèces, et essayer de trouver, de fouiller des photographes qui ont photographié un lézard dont ils ne connaissent même pas le nom, des aventuriers qui ont pris une photo d'un lézard très coloré en disant « Ah, chouette, c'est un beau lézard, ils ne savent pas ce que c'est ». Voilà, il y a un petit peu de travail de recherche en ce sens, sur les gonocéphalus. Alors aujourd'hui, je vous cache pas, on connaît les gonocéphalus caméléontinus, c'est la plus commune des espèces de gonocéphalus, on commence à avoir des infos dessus. N'hésitez pas d'ailleurs, si c'est des espèces qui vous intéressent, à aller sur ma chaîne, à me contacter sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer un autre gonocéphalus qui s'appelle Belly. Parce que j'ai besoin de vous séduire. J'ai besoin de vous séduire et de vous montrer comme ils sont magnifiques. Regardez-moi ce mâle, le fanon qu'il a. Voilà, donc là, j'allais encore aller dessus, je vais vous montrer avec la souris. Ici, là, c'est ce qu'on appelle le fanon, le mâle à ça qui est extrêmement présent. Et en fait, ils peuvent le déployer, le refermer, ils peuvent même complètement changer les couleurs dessus. Donc là, on observe quoi? On observe du violet, on observe du rose, on observe du cyan. Sachez qu'il peut le rendre complètement cyan, ou complètement gris, ou complètement violet, ou complètement rose. Je ne connais pas encore exactement le langage des lézards, je sais qu'ils communiquent par la vue. Et oui, et ça c'est très important. Nous sommes avec des animaux silencieux. Ils font moins de bruit que les insectes, moins de bruit que les grillons, que les criquets. Avec les reptiles, il y a un sens à vraiment mettre en exergue, c'est la vue. Observons nos animaux. Et ça c'est un état d'esprit à avoir tout le temps. Je m'explique. On disait tout à l'heure que les nés-captivités, c'était plus facile, et qu'on avait des recettes miracles que les autres avaient bien travaillées et qu'il fallait juste les suivre et les appliquer. Malheureusement, aujourd'hui, cet état d'esprit a créé quelque chose d'assez tragique dans la terrariophilie, c'est-à-dire qu'on pense qu'avec la recette, c'est bon, j'ai rien à me reprocher, j'ai fait tout ce qui était écrit. Mais je vais vous dire que pas du tout. Pourquoi? Parce que les lézards, les serpents, les amphibiens, voilà, tous les animaux de ce type ne sont pas des robots. Ce ne sont pas des machines, c'est du vivant. Le vivant, c'est mouvant, aléatoire. Il n'y a pas de code pour l'exprimer. Les risques sont toujours grands. Ainsi, je vous invite à toujours observer. Observez vos animaux. C'est comme ça que vous allez les comprendre. C'est comme ça que vous allez pouvoir bien les maintenir. Vous aurez beau dire « Ouais, mais la lampe UV, j'ai mesuré, c'est bon. Le point chaud est là, c'était écrit qu'il fallait le mettre là. » Parfois, il va y avoir quelque chose qui va les déranger. Parfois, il va y avoir aussi quelque chose qui va déclencher la reproduction. Observez vos animaux, c'est la seule façon d'être terrariophile. Voilà. Je vous invite aussi, là, sur ce salon, on a des gens assez qualifiés qui ont des beaux animaux. Là, je vois un homme au chapeau là-bas qui est capacitaire, sur des varans, sur des choses comme ça. N'hésitez pas à aller rencontrer des gens qui ont des animaux, qui vivent de ça au quotidien, et demander des informations, des conseils. Vous allez voir que tous ceux qui ont réussi à maintenir des espèces plus ou moins complexes ont surtout une belle observation de leurs animaux. Et je peux vous dire quelque chose, alors je ne sais pas si je retrouverai la vidéo de ça, mais ce gonocéphalus que je viens de vous montrer là, je l'ai observé l'autre jour avoir un comportement bizarre. Alors, on va essayer de regarder ce qu'il fait. Ce qu'il est en train de faire là, il hoche la tête. Et ce que vous ne voyez pas au second plan, c'est qu'en fait, il y a une petite femelle dans le terrarium. Vous pouvez aller chercher sur Internet. Vous pouvez aller chercher Gonocéphalus hoche la tête. Vous ne trouverez jamais rien. La seule chose qui m'a amené à filmer ça, c'est une observation. C'est avec les yeux. En fait, il est en train de faire une parade nuptiale. Il est en train d'essayer de captiver la femelle, de la bloquer, de lui bloquer son attention. Il va hocher la tête, il va même faire une danse de la colonne vertébrale, je vous jure, c'est assez magnifique.
Je ne peux pas vous le faire, je le fais très mal. Je le fais très mal. Donc ça, c'est des observations intéressantes. Et c'est ça aussi qui nous rend amoureux de la terrariophilie. Parce que ce hobby n'est pas une collection. On ne collectionne pas des animaux comme on pourrait collectionner des pins ou des machines. C'est ce que je vous dis, c'est du vivant. Il faut les observer, il faut les comprendre, ces animaux communiquent. Et c'est en observant ça que vous allez comprendre comment eux interagissent entre eux. Et vous pourrez alors aussi, d'une certaine manière bien sûr, interagir avec eux. Voilà. Je rappelle qu'ils n'utilisent pas le son, hein. Ils communiquent à 100% par la vue. Donc les gonocéphalus, eux, ont exacerbé ce sens de la vue, puisqu'ils communiquent aussi par la couleur. Voilà. Alors je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent un peu les caméléons, hein. C'est encore un autre genre de lézard, mais on sait qu'ils sont connus pour changer de couleur. J'ai une anecdote pour vous. Le caméléon Calyptratus, donc c'est le caméléon casqué du Yémen, qui est un grand emblème des caméléons, très très belle espèce. Les femelles, lorsqu'elles sont pleines, on dit qu'elles sont gravides, elles vont se mettre à arborer une couleur. Je vous jure, c'est magnifique. Une couleur qui signifie à tous les mâles qui n'ont pas besoin de l'approcher. Tu m'approches pas ou je te mets une claque. Et ça, c'est juste par la couleur. Ces animaux communiquent. Ils communiquent vraiment. Ils communiquent comme ça. Et les gonocéphalus, eh ben, eux, ils communiquent en changeant de couleur également. Alors, pour vous expliquer un petit peu d'où ils viennent. Ce sont des animaux qui viennent d'Indonésie. L'Indonésie, c'est un très vaste pays, en fait, qui est en Asie du Sud-Est, à la frontière de l'Océanie, vous savez. Et là-bas, en fait, il y a énormément de forêts, énormément d'îles et énormément de rivières partout. Et les gonocéphalus, eux, ils sont allés se développer depuis très très longtemps, aux alentours des rivières. C'est des animaux qui vivent tout le long des rivières, comme ça, ils sont très arboricoles, très agiles et très rapides, mais ils ont besoin d'eau. Ils ont un besoin d'eau qui est vital pour eux. Et quand ils n'ont pas d'eau, ils vont aussi changer de couleur. Ils vont prendre la couleur qui signifie j'ai soif. Je vous jure que c'est vrai. Des fois, je me demande même si, quand ils me voient, ils se disent pas c'est lui qui donne de l'eau, je vais devenir en couleur j'ai soif. Et voilà. Ou alors c'est peut-être parce qu'on est dans le Nord-Pas-de-Calais et avec la bière, on a tout le temps tendance à dire ouais, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Allez savoir. Là, je vais vous présenter Zao. Hop. Lui, c'est Zao. Mon premier mâle reproducteur, Gonocéphalus grandis, qu'on appelle donc le grand dragon des forêts. C'est la plus grande espèce de dragon des forêts qui existe, enfin de Gonocéphalus. Hein. Il mesure 55 cm de long. C'est pas si long que ça, hein. C'est pas si grand que ça, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et regardez ce qu'on observe chez lui qui est magnifique. Vous voyez, il a une crête derrière la tête qui est là. Et au niveau du dos, il a une autre crête comme ça. On observe sur les flancs du bleu, moucheté, jaune. La queue est rayée, voilà. Et le fanon est orange. Et vous savez pourquoi il est coloré comme ça, là? Alors, on ne le voit pas bien sur l'image. Je vois un peu mieux, là. Mais c'est parce qu'en fait, il est trempé. Je vais prendre son bain, je l'ai arrosé. Il a arboré ses couleurs du bonheur. Là, tout va bien. Là, il est bien. Il sort du spa, il est détendu. Donc, il exacerbe ses couleurs. Notons que les femelles des Gonocéphalus grandis n'ont absolument rien à voir avec ça. Elles sont aussi colorées, ce qui est chouette pour des femelles agamidées, mais elles n'ont pas la grande crête, elles n'ont pas la robe verte, elles n'ont pas la crête sur la tête ni sur le dos, et elles sont beaucoup plus petites. Allez, j'essaie de vous en trouver une. Hein. Je vous fais patienter un petit peu, je suis sûr que je vais réussir à trouver ça. Voilà. Ça, c'est une femelle. On est d'accord que ça n'a rien à voir. Si vous les aviez vus côte à côte dans deux terrariums différents, je suis certain que vous n'auriez même pas réussi à me dire que c'était la même espèce. Et pourtant, ça l'est. Observation très sympa. J'ai réussi à reproduire cette espèce après beaucoup de travail acharné et beaucoup de temps de recherche et d'études. Et il y a quelque chose que je ne comprenais pas en reproduisant cette espèce. C'est que tous les bébés avaient la même tête. Tous les bébés étaient des femelles. Tous. Chacun d'entre eux. Je vous montre ça. Voilà. J'essaie d'avoir une image nette. Voilà. Ça, c'est un bébé. Honnêtement, on est d'accord, c'est le portrait craché de sa mère. J'espère qu'il n'a pas le même caractère, parce qu'elle n'est pas super cool. Et tous les petits sont comme ça. Ils ont tous l'apparence d'une femelle. Et en les gardant, en les séparant,
j'ai commencé à observer quelque chose de bizarre. Je comprenais pas, hein, parce que je peux pas tous les garder. Je vous cache pas, dans la terrariophilie, quand vous avez des reproductions, on peut pas tout garder. Voilà, il y en a qu'on cède, qu'on lègue, etc., ou qu'on vend. Il y en a que j'ai voulu garder. Il y en a une notamment qui avait eu la patte cassée quand elle était tout bébé, qu'elle était sortie de l'œuf. Aujourd'hui, on l'a appelée Moignon. Et ce qui est bien avec Moignon, la petite Moignon, c'est qu'en grandissant, elle est devenue adulte et une belle femelle. Et ça m'a donné un point de repère. Parce que j'ai eu plus tard un autre petit, une petite du coup, parce que c'est que les femelles, c'est ce que je vous explique, qui a grandi comme Moignon, les mêmes couleurs, tout pareil. Et au bout de 1 an, je ne sais pas pourquoi, je me dis, mais on dirait pas Moignon en fait. Et c'est tout simplement que ce qu'on appelle le phénotype, c'est l'expression par le physique de son génome. Le génome, c'est l'ADN, c'est ce qui caractérise ce à quoi vous ressemblez et ce à quoi vous allez ressembler. Donc le phénotype, l'expression de tout ça, en fait, qui va déterminer que c'est un mâle, ne se déclenche qu'à la puberté après 1 an. Et du coup, j'ai un autre petit qui ressemblait à Moignon, et d'un coup, il y a un début de crête qui a commencé à pousser tout le long de la colonne vertébrale, et derrière la tête. Souvenez-vous du papa, là, Zao. Il y a 2 crêtes. Et ça, c'est une observation très fine, très détaillée, parce que ça se voit pas du tout, c'est extrêmement fin. Il y a un début de crête qui commence à naître, c'est moins d'1 millimètre. Et là, ça va donner la puce à l'oreille en fait, il faut attendre au moins peut-être 1 an et demi, avant que le phénotype se déclenche pour les mâles. Et, du coup, il faut les garder un peu plus longtemps pour pouvoir les sexer, tout simplement. Et ça, c'est une observation. Pas foncer tête baissée, prendre le temps, regarder comment ils se comportent et comment ils évoluent. C'est ça qui est bien aussi, quand on a de la naissance en captivité, c'est qu'on va pouvoir observer, photographier et mesurer chacun des stades de la croissance des animaux, à tous les âges. Donc là, je viens de vous montrer 3 espèces de gonocéphalus. Le premier, c'était le dragon caméléon. Le second, c'était le dragon de Belle, celui qui avait le fanon très coloré, là, et qui dansait de la tête. Et celui-là, du coup, c'est le grand dragon des forêts. Je vais vous montrer une 4e espèce. Une espèce, celle qui m'a donné le plus de fils à retordre. Hop. Je vous présente Mara. On est d'accord qu'elle ne ressemble pas aux autres. Hein. Donc elle, c'est Mara. Elle est super gentille, elle est trop cool. Mara, c'est ce qu'on appelle un dragon malais. C'est un gonocéphalus très particulier qui vit en Malaisie. Et je ne comprends pas pourquoi. J'ai jamais compris pourquoi, à l'époque, je n'arrivais pas à les acclimater. Ils venaient de Malaisie, je les récupérais, je faisais le même travail que d'habitude, j'avais réussi avec les autres gonocéphalus, la même rigueur, les mêmes observations, j'ai tout fait pareil, tout était bien, et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Ils finissaient systématiquement, je sais que c'est triste de le dire, mais par mourir. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué une recette. Parce que je me suis dit, les gonocéphalus, ça a marché comme ça. C'est moi qui l'ai fait, je le sais. Mais c'est pas le même que les autres. Et il suffit d'observer. Il suffit d'observer. Il y a quelque chose qui n'allait pas. J'ai donc été mesurer mes paramètres. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais d'ailleurs un spécimen qui s'appelait Robinson, à qui j'étais particulièrement proche. Moi, j'adore mes animaux, ils ont tous un prénom. Je les manipule, je les détends, je les adore. Et Robinson, il était vraiment chouette. Il montait dessus, il montait sur ma tête, il mangeait à la main, il faisait tout. Et il est mort un jour. Et j'étais vraiment dépité. J'ai regardé les relevés de température. C'était globalement bien. C'est des animaux qui aiment bien le frais, qui n'aiment pas les hausses de température, hein, dans l'ensemble. On va dire que ceux qui supportent le plus chaud d'entre eux, ça va monter à un tout petit point chaud local à 28, mais une température ambiante entre 21 et 25 degrés. Voilà. Donc j'ai fait pareil avec les Robinsoni, et ils sont morts. Mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, dans les relevés, il y a un moment de la journée, relativement court, où la température était montée à 35 degrés à un endroit, enfin dans le terrarium, parce qu'il y avait de l'eau en plus, c'était un paludarium. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. J'ai fait un peu de recherche. Je suis allé sur Internet. Ça, c'est un outil très bien, ça. Ça s'appelle Windy. Ça permet d'aller voir la météo, la topographie, partout sur Terre. J'ai fait des recherches pour voir où avait été pris en photo un Gonocéphalus robinsoni. Et en fait, il a été pris en photo à un endroit en Malaisie,
à côté des chutes de Robinson. Donc c'est marrant parce que le nom est le même, hein, Robinsoni Robinson, c'est parce que c'est un explorateur qui avait exploré cette zone-là, qui l'avait découvert, cette espèce. Donc, qu'est-ce que j'ai fait sur Wikidata? J'ai tapé chute de Robinson, en Malaisie. Voilà. L'outil est très pratique, il nous met un point très ciblé. Et en fait, on peut aller zoomer et regarder les topographies, il y a les altitudes, hein, regardez, tout ça là, c'est les altitudes, là, vous voyez? Ici, là, 1500, tout ça. Et en bas, les relevés de température extrêmement détaillés. On va voir pendant toute l'année, période par période, tac, 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 telle température et telle altitude. Et ce qui est bizarre, c'est que le Gonocéphalus robinsoni, en fait, il vit pas comme les autres Gonocéphalus. Alors lui aussi, il adore l'eau, il vit le long des rivières, il vit dans la forêt, il vit dans l'Asie du Sud-Est, mais pour autant, les paramètres ne sont pas les mêmes. Ils sont pas les mêmes. Lui, il a une température stable toute l'année entre 17 et 23 degrés. Il vit à environ 1500 mètres d'altitude. Il y a d'ailleurs pas très longtemps un ami qui travaille chez Reptilis, Clément Pigot, qui a réussi à me trouver un gars qui a fait un herping, donc une exploration en nature, qui a réussi à filmer un Gonocéphalus robinsoni à 17 degrés à 1600 mètres d'altitude. Ce lézard s'est développé selon la sélection naturelle dans un endroit où il fait entre 17 et 23 degrés. J'ai changé mes installations chez moi, j'ai pris la zone la plus fraîche de la pièce, j'ai fait en sorte que tout soit globalement stable. Oh, incroyable! Les Gonocéphalus robinsoni survivent, l'acclimatation est réussie. Voilà. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'en ai bavé avec cela. Alors, je reviens sur la petite vidéo. Observons Mara. Mara, c'est l'indonésien d'ailleurs. De mémoire, ça veut dire colère, parce que je crois que quand je l'ai eu pour la première fois, elle a essayé de me mordre. Et ils ont des sales dents. Ils ont des sales dents. Maintenant, elle est gentille. On voit en fait des lèvres très très blanches. Des lèvres très très blanches, un corps vert rayé, vert foncé, avec un vert un peu forestier, un peu plus clair. Les yeux sont bleus, ils sont très très bleus. Chez l'intégralité des spécimens. C'est assez original, c'est magnifique d'ailleurs. Ben là, comme vous la voyez comme ça, elle est au summum de ses couleurs. C'est-à-dire que là, elle est mouillée, colorée, développée. La plupart du temps, elle a le visage qui est très sombre. Je vais essayer de vous retrouver ça. Là, elle est sous un point chaud. Là, on voit un petit peu les lèvres blanches. Pour que je ne vais pas chercher pendant 3 heures, j'avais qu'à faire mes devoirs et préparer tout à l'avance. Bah là, par exemple, on voit qu'il n'y a plus du tout de vert. Vous voyez, sa couleur devient homogène, marron, marron foncé. Un soupçon de vert sur la lèvre du haut. Ça n'a rien à voir avec la photo d'avant. Vous voyez, pour vous montrer à quel point ils peuvent être très très différents. C'est aussi une des propriétés des Gonocéphalus qui est très intéressante. Ça va, ça vous intéresse ce que je dis pour le moment? C'est bien. Je vais vous montrer une autre espèce. Alors lui, en ce moment, ça fait pas très longtemps que je l'ai, mais c'est un peu la star, je vous le cache pas. Sur les réseaux sociaux, je l'ai diffusé il n'y a pas très longtemps, tout le monde est fou avec lui. Voilà, je vous présente Tango. Tango, c'est aussi un Gonocéphalus. Et là, il est dans sa pleine couleur, là. On est d'accord, ça n'a encore une fois rien à voir en termes de couleur. Donc lui, il n'a pas de vert, il n'a pas de bleu, il n'a pas de jaune, il est tout orange et noir. Et alors, lui, il appartient à une autre espèce qui s'appelle le Gonocéphalus doriae. On l'appelle le dragon des forêts de Doria. Il est un peu plus costaud. Il est grand, il a une queue plus courte. Et aussi, il y a quelque chose qui lui donne un aspect massif. Je vous le montre avec la souris, c'est ça. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est une petite observation sympa. La crête qui est sur sa tête et la crête qui est sur son dos sont reliées. Ce qui fait une grande, grande crête qui est pliée quand il remonte sa tête, qui s'étend quand il baisse la tête. Et ça lui donne un peu cette apparence plus massive que les autres, parce qu'on dirait que son dos est très, très vaste. Je vais essayer de vous trouver une autre photo. On a des belles photos de lui, on a fait des shootings, je vous cache pas, c'est le préféré de ma femme. Alors, voilà. Il s'appelle Tango. Et sa femelle qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, elle s'appelle Salsa. Voilà la petite anecdote. Et vous voyez là,
la crête de la tête, elle est en continuité avec la crête du dos. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était absolument pas le cas. Je vais mettre à côté un Caméléontinus pour qu'on puisse recomparer. Hop. Vous voyez? Là, il y a une séparation nette. Une crête sur la tête, une petite crête sur le dos. Alors que lui, il a une crête souple qui fait tout le long. Voilà. On observe aussi, alors je vais rentrer dans le détail, mais moi j'aime bien observer, c'est ce que je vous ai dit. Lui, il a un petit museau qui remonte là, comme ça. Un petit nez en trompette, très pointu, c'est assez chouette à regarder. Moins de couleurs développées sur le fanon. Mais quelle beauté, n'est-ce pas? Il est magnifique. La queue est orangée, comme ça. Alors, je vais essayer de vous trouver une photo de sa femelle. Si je trouve ça. Ah, malheureusement, j'en ai pas. J'en ai pas sur le truc. En fait, les femelles sont complètement vertes, et elles, pour le coup, ne changent jamais de couleur. Comme quoi, Gonocéphalus aussi, mais pas les mêmes propriétés. Elles ne changent jamais de couleur. Et c'est un vert extrêmement vif, avec des points jaunes sur le côté. La femelle est plus colorée que le mâle. Le contraire de ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour les autres Gonocéphalus. Hop. Regardez. Un joli souvenir. Alors bien sûr, quand on observe ça pour la première fois, qu'est-ce qu'on voit? On voit le pauvre doigt du pauvre Mathieu qui se fait mordre. Et je vous jure que c'est douloureux, ils ont beaucoup de puissance dans la mâchoire. Bon allez, on va observer un petit peu plus en profondeur. Qu'est-ce qu'on va voir là-dessus? Regardez autour de l'œil. C'est typique des Gonocéphalus caméléontinus. Ils ont les yeux qui sont bleus autour. Là où les nôtres sont blancs, eux ils sont bleus. Et c'est un bleu sombre, intense. C'est super beau. Et en fait, quand vous les voyez tourner la tête et changer le regard de direction, ben on voit ce bleu qui apparaît. Et c'est vraiment impressionnant. Autour de l'œil, on a des écailles qui partent en dégradé d'un orange foncé vers le fameux vert de leur peau. Et là, ce qu'on voit là, qui est complètement planté dans mon pauvre doigt, eh ben c'est sa mâchoire, qui est juste là. Donc des dents très aiguisées. Hop là, la fameuse crête. Et là, il y a un trou entre la crête et les fameux angles, qui donnent un aspect très cornu au lézard, hein, qui est magnifique. Sur les côtés, un jour, il faudrait que je poste des photos sur les réseaux sociaux en gros plan, avec des appareils macro, ce serait super, parce que, regardez un peu, sur 1 cm carré, je sais pas, 3 cm carrés peut-être, les écailles, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. On a du bleu ciel, on a du jaune, on a du noir, on a un petit peu d'orangé. Et ça, c'est juste à un endroit. Vous allez ailleurs, ça va encore changer. On va récupérer d'autres verts, etc., etc. Est-ce que vous connaissiez les Gonocéphalus, les dragons des forêts? Vous connaissiez ça, non? Oui, non? Qui connaissait? Je vois rien. Ah, très peu de monde finalement. Est-ce que vous les aimez bien du coup? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? À savoir que, en termes de terrario pur, je regarde l'heure en même temps, en termes de terrario pur, effectivement, ça va demander un petit peu plus de rigueur, un petit peu plus de suivi que des geckos léopards et tout ça. J'ai pas envie de dire c'est plus difficile, c'est juste ça va dépendre de votre capacité à vous impliquer. Ce qui est particulier avec les Gonocéphalus, c'est que c'est des lézards qui ont besoin de boire tous les jours. Et ils ne boivent quasiment que par pulvérisation. Donc, tous les jours, 1 à 2 fois par jour, il faut toujours être là, toujours une personne qui vient les arroser au gosier avec un pulvérisateur. Ça, c'est particulier, j'avoue. Ça mange pas beaucoup, ça mange un peu. C'est pas très très vorace. Et ils ont aussi besoin d'un bassin. Alors moi, je leur mets des bassins, des boîtes Action, là, parce que l'Action, c'est trop bien, il y a toujours toutes les boîtes dont on a besoin. Tout le monde fait ça, on se moque pas. Des boîtes qui font une vingtaine de centimètres de profondeur et qu'on nettoie tous les jours. On vide l'eau, on la nettoie. Je ne fais plus de paludarium. Au début, quand j'ai expérimenté, j'ai tenté des choses, j'ai essayé de maintenir des dragons des forêts dans des paludariums. Qu'est-ce qu'un paludarium? C'est un mélange entre un aquarium et un terrarium. C'est un terrarium dans lequel il y a toute une partie en eau. Et donc on va retrouver ce qu'on trouve en aquarium, c'est-à-dire des filtrations, des UVC pour purifier l'eau, machin. Et voilà, il y aura quand même la partie en terre avec les arbres, avec les décors, c'est un terrarium aquatique en fait.
J'ai essayé de maintenir les gonocéphalus là-dedans, et je pense que c'était pas une bonne idée parce que je commençais en fait. J'ai foncé un peu trop vite. Et en fait, si vous voulez, quand il y a de l'eau et de la terre, même si vous filtrez comme vous voulez, il y a des bactéries. Il y a des développements bactériens qui se font. Et avec des espèces qui sont prélevées, qui ne sont pas depuis très longtemps sur le territoire européen, c'est hyper dangereux en fait. Donc j'ai perdu pendant une période quasiment l'intégralité de mes gonocéphalus à cause d'une bactérie qui s'est répandue partout. Et je peux vous dire que ça m'a coûté extrêmement cher en vétérinaire. Parce que j'ai vraiment tout donné pour essayer de les tenir. Maintenant, ce que je fais, c'est vraiment les boîtes action, de l'eau propre, que je change tous les jours. Et cette eau, elle leur sert non pas à aller boire, je vous ai dit, ils boivent au pulvérisateur. Ça leur sert à aller se baigner. Et ça, c'est une observation aussi. Parfois, tentez des choses, mettez quelque chose dans votre terrarium et regardez comment ils se comportent. J'ai vu que là où ils vivaient, il y avait des rivières. J'ai vu que quand je les arrosais, ils allaient changer de couleur. J'ai vu que quand je mettais une petite gamelle d'eau plate, ils allaient patauger dedans. Ils faisaient leurs excréments dedans. Mais ce qui ne va pas, c'est qu'ils restaient dedans. Alors que leurs excréments, dans peu d'eau, vous savez, ça devient vaseux, sale, ça fait des bactéries et tout, ça ne va pas. Donc quand j'ai mis un gros bac, je suis parti, je suis venu le lendemain matin, et que je vois un lézard qui a la tête au fond du bac d'eau, à 20 cm de profondeur, les yeux fermés, les pattes sur les côtés, on a l'impression qu'il est en train de voler. Ils sont hyper bien, avec les plus belles couleurs qu'ils ont jamais. Ben voilà, j'ai compris. J'ai compris que les gonocéphalus adoraient. C'est pas forcément vitalement nécessaire. J'en ai connu qui ont maintenu les gonocéphalus sans faire ça. Ça allait. Mais par contre, ils adorent. Si vous mettez des bacs d'eau, vous les verrez tout le temps aller dedans. Surtout les grands dragons des forêts, là, les grands 10. Alors je me doute que là, ce qu'il y a à l'écran, c'est pas magnifique. Donc pendant que je parle, je vais mettre une plus jolie photo que ça. Quelque chose de plus chouette, je sais pas. Moi, j'aime bien lui, moi. Je le trouve trop beau. Voilà. Donc voilà, l'observation, c'était qu'ils adorent se baigner, tout simplement. Ils se baignent pas tous de la même façon, mais ils adorent se baigner. D'ailleurs, c'est des bons nageurs. C'est vraiment des très bons nageurs. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? La langue? Très bien, c'est bon. En général, il y a des gens qui me disent « Ouais, il a attrapé un verre et il essaie de le manger. » Non, c'est vraiment sa langue bien jouée. Et en fait, il fait ça avec sa langue. Tous les gonocéphalus grandissent font ça parce qu'il veut m'effrayer, moi. Et en fait, quand il n'est pas content, je peux vous jurer que lui, souvent, il n'est pas content, il va se mettre de profil, il va se mettre des couleurs super vives d'un coup, en un instant, et il va faire gonfler sa langue. Alors là, elle n'est pas très gonflée, mais des fois, ça fait vraiment une très grosse boule comme ça, là, ici. Et on dirait qu'elle vibre. Ça fait brrrr comme ça. Et on dirait un gros machin blanc, et il va se mettre de côté pour montrer toute sa crête, il va prendre le plus de volume possible. Et il fait ça pour m'effrayer, il fait ça pour me faire peur. Et il pense que les humains ont peur des langues de lézard. Mais soit, c'est vrai que c'est un petit effet dissuasif. Je peux comprendre. Ça aussi, c'est une observation sympa. Regardez ça. Autre gonocéphalus, autre gros plan, autre couleur. Donc là, on va observer chez lui un fanon orange fluo mélangé avec du bleu. Voilà. Beaucoup plus de vert. Beaucoup moins de diversité au niveau du haut du corps. Deux crêtes. Une qui fait tout l'arrière de la tête comme ça, qui est souple, et une tout le long du dos et de la queue. Sur le côté, le fameux bleu étoilé jaune. Hop. Ce qui nous donne une véritable merveille. Ce qui est chouette aussi avec eux, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes yeux. Ils n'ont pas le truc super bleu là. Ils n'ont pas le truc super bleu sur les côtés. Mais par contre, ils ont un œil dans lequel il y a un anneau, dans lequel il y a un point, en fait. Et ça, c'est chouette. Alors, le point jaune du milieu, c'est pas son œil. Hein. Ça, en fait, c'est le parapluie du flash du shooting photo. Vous voyez, on va voir un petit peu la forme du parapluie. Mais cet anneau-là, les gonocéphalus grandissent ici. Voilà. J'en ai fini avec les gonocéphalus. J'espère que ça vous a plu. Je vais prendre quelques minutes pour vous montrer un petit peu d'autres animaux. Je vois qu'il est 38. Je vais juste vous montrer quelques photos, quelques autres animaux que j'ai qui sont très originaux. Hop, 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 hop. Je vais vous montrer un cousin. Pas des moindres.
Voilà. Donc ça, c'est un cousin qui vit aussi en Indonésie. C'est un Lophosaurus dilophus. Donc lui, on l'appelle le dragon couronné. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Son prénom, c'est Grimlock. Et lui, il a la tête rouge. Tous les mâles n'ont pas ça, en fait. C'est une localité bien particulière. Et eux, ils ont des grandes épines tout le long de leur crête et derrière leur tête. En fait, il y a une crête là et une crête là. Il y a quelque chose de bien dans le fait d'avoir un nom d'espèce, un nom taxonomique. Vous savez, la taxonomie, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'art de la classification. Pourquoi il s'appelle Lophosaurus dilophus? C'est quand même terrible d'appeler les animaux comme ça. C'est quand même chiant, quoi. Mais en fait, ça a du sens. À chaque fois que vous verrez Lopho, Lophus, Lophos, ça veut dire crête. Et saurus, c'est lézard. Donc Lophosaurus, ça veut dire lézard à crête. Et dilophus, on retrouve Lophus qui veut dire crête, et di qui veut dire deux. Donc c'est le lézard à crête, à deux crêtes, tout simplement. Vous voyez, c'est pas des noms de scientifiques qui font ce qu'on appelle de la branlette intellectuelle uniquement. C'est quand même assez chouette quand on plonge un peu en profondeur de se dire que ça a du sens et que voilà, on peut s'amuser à jouer là-dessus. Je vais vous montrer un autre cousin. Je vous présente, voilà, ma petite Mouda, c'est son prénom Mouda, qui vit avec deux autres congénères qui s'appellent Nathalie et Spinoza, que vous pouvez voir sur mes vidéos sur YouTube. Et alors Mouda, elle, c'est une dragon aussi. Et ça ne vit pas de la même façon. C'est plus robuste. C'est plus robuste que les gonocéphalus. C'est un peu plus rustique. Et c'est beaucoup plus vorace. Elle, c'est un dragon cornu des montagnes de Natalia. Acanthosaura nataliae. Et en fait, ce qu'on peut observer chez eux, c'est que ils ont, ici, au-dessus de la tête, ils n'ont pas la proéminence des angles très très marqués des gonocéphalus. Et qu'ils ont une petite corne, ils ont de chaque côté là. Ça fait vraiment diablotin, c'est assez chouette à observer. Et sur le dos, des colonnes d'épines, comme ça. Acanthosaura nataliae. Un animal très original, qui pour le coup est vraiment facile à maintenir, celui-là, il n'y a aucune difficulté, il y a beaucoup moins de paramètres que les gonocéphalus. Je vous encourage vraiment à vous intéresser à ça. Soyez dans l'originalité, pensez vraiment dans cet esprit-là. Je vous montre un dernier animal. Vous aimez bien les geckos? Tout le monde aime les geckos. On parle souvent des geckos léopards. Est-ce que vous connaissez les geckos tigres? On les appelle aussi léopards, mais je préfère tigre, ça leur va mieux. Je vous présente Lao, qui est mon gecko-tigre chinois. Ça fait à peu près la taille d'un petit gecko léopard, voilà. Et très différent, plus original, plus rare, plus élancé, plus fin. Et aussi, le gecko léopard a l'air gentil, alors que lui, il a plutôt l'air méchant. Regardez-moi cette tête de méchant, là. Une terreur. Voilà, donc là on va avoir une robe très sombre avec des rayures orange comme un tigre, d'où son nom gecko-tigre chinois, de nom scientifique Goniurosaurus, lui. Et ça, c'est des animaux qu'on peut trouver chez les grandes enseignes régulièrement, la ferme tropicale, Reptilis, Bébésaurus, et qu'on peut aussi trouver parfois en certaines bourses. Ce que je veux vous dire, mon message, c'est pas parce que c'est un lézard qui n'est pas un des standards dans les trucs tutoriels débutants lézards. C'est pas parce que ce lézard ne fait pas partie de cette catégorie-là qu'en fait il est difficile. C'est pas forcément difficile. Déjà, il faut savoir bien les observer, et vous pouvez avoir un animal parfois très original, qui sera pas plus difficile qu'un autre. Je vous dis merci à tous. Et voilà, c'est terminé, j'espère que vous avez apprécié. Bien sûr, je suis pas rentré vraiment dans le détail, j'ai volé en surface. Le public qui était présent n'était pas particulièrement expert terrariophile, et c'est ça que j'ai aimé, c'est véhiculer, partager cette passion. C'est évidemment la dernière vidéo que je fais sur Terrario Nièvre pour l'édition où j'y étais présent. Je suis ravi de vous avoir partagé 5 vidéos sur cet événement. Moi, je m'y suis éclaté. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, à la semaine prochaine, et surtout, force à vous.